exigence sociale, donc. Et puis, préservons sur le plan international, c'est encore un héritage de notre histoire, notre indépendance, notre capacité à défendre nos intérêts et nos valeurs. On va revenir sur le plan international, mais un mot quand même sur la situation française. On voit les conflits se radicaliser dans les entreprises. Est-ce que l'un des grands enjeux des prochains mois, c'est éviter une vraie colère sociale ? Comment vous sentez ce qui se passe ? Je ne dirais pas des prochains mois, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est le risque de voir s'envenimer des conflits par sentiment non seulement d'incompréhension, mais d'injustice. L'incompréhension, elle doit être réglée par le jeu des institutions, un président et un gouvernement dont les tâches sont bien réparties et qui chacun se retrouve face à la nation et donc capable de répondre à la nation. Aujourd'hui, on a le sentiment que le gouvernement, le président, passe davantage de temps à se parler entre eux, à se disputer entre eux, qu'à répondre aux besoins des Français. Sortons de ces querelles stupides. Les devoirs du président et du gouvernement, c'est vis-à-vis du peuple français. Sortons de la politique politicienne. Moi, je vous le dis très franchement, je suis gêné de voir au sein de l'UMP, de voir le temps que nous passons à nous parler à nous-mêmes. Saint-Quentin, c'est très sympathique, mais je préfère qu'on parle aux Français, à tous les Français. Saint-Quentin, c'était quoi pour vous ? Ça vous a choqué, Saint-Quentin ? Saint-Quentin, c'est l'UMP parle à l'UMP, et quand l'UMP parle à l'UMP, c'est le président qui parle à l'UMP, je dis simplement qu'il y a un problème, il y a un problème de démocratie, il y a un problème de crédibilité de la parole politique. Il faut parler à chaque Français, il faut s'ouvrir à chaque Français et sortir des batailles partisanes. Nous ne devrions même pas avoir abordé ce type de sujet dans une période de crise. Donc je crois qu'aujourd'hui, la seule question, quel est l'intérêt général ? Comment défend-on l'intérêt général ? Comment on fait en sorte de faire vivre nos institutions pour faire vivre cet intérêt général ? Et comment, à partir de là, on a des résultats ? Et la dernière leçon qu'il faut tirer dans cette période, qui est une leçon de bon sens, concentrons toute notre énergie sur les réformes fondamentales qui vont permettre à la France de sortir plus forte de la crise. L'emploi, oui, il faut une priorité à l'emploi. Faisons en sorte, par exemple, que le financement de la protection sociale pèse moins sur le travail. Faisons en sorte que le millefeuille des contrats de travail permette de mieux répondre aux besoins des salariés. Faisons en sorte que la situation des jeunes soit traitée depuis le CPE. Quelles ont été les réponses sur le problème des jeunes ? Faisons enfin en sorte que les réformes qui ne sont pas absolument fondamentale dans cette période pour moderniser la France et pour répondre à la crise, soit laissée de côté. J'ai une question un peu personnelle à vous poser. Vous avez plein d'idées sur ce qu'il faudrait faire. En même temps, vous n'avez pas voulu être député, vous n'avez pas voulu aller à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez votre rôle politique dans la situation actuelle ? Je crois qu'il est très important que dans notre pays, ceux qui ont une expérience, ceux qui ont une responsabilité, ceux qui ont quelques idées, les mettent au service de la collectivité. Moi, toute ma vie a été placée sous l'égide d'un engagement public. Je continue aujourd'hui là où je suis et je pense que la meilleure façon de parler au président de la République, c'est sans doute pas aujourd'hui d'être ministre. Je pense que j'ai plus de chances d'être entendu aujourd'hui que n'importe quel ministre. C'est de parler clairement, fortement, devant les Français, pour que justement les Français puissent comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses, qu'il y a certaines erreurs qui pourraient être évitées, et peut-être que dans un travail plus collectif, dans un travail de rassemblement, le président et le gouvernement pourraient nous économiser ce qui ressemble un peu à de la godille ou du surplace sur un certain nombre de sujets, et qui ne nous renforce pas dans la crise. Nicolas Sarkozy a souvent fustigé ceux qui ne se sont pas soumis au suffrage universel. On sait évidemment qu'il parlait de vous. Écoutez, je veux bien croire, puisqu'on le dit, mais je n'en suis pas sûr, parce que je vais vous faire une confidence, je connais bien Nicolas Sarkozy et je connais bien son entourage. La personne que Nicolas Sarkozy estime le plus en matière politique, c'est son collaborateur le plus proche, qui s'appelle Claude Guéant, qui n'a jamais été élu. Donc je crois que la défense de l'intérêt général, elle n'est pas seulement dans la main des élus. Moi, je n'ai pas fait le choix de ne pas être élu, je n'ai pas été placé devant des circonstances me permettant de l'être ou me conduisant à l'être. Mais vous savez, je suis capable de rattraper le temps perdu. Michel de Villepin, vous parliez tout à l'heure de problèmes de démocratie en France. C'est aussi un des thèmes repris aujourd'hui par la gauche pour dénoncer l'omniprésence de Nicolas Sarkozy. Oui, je crois qu'il faut être capable d'évoquer ces questions, et là vous faites référence à la question des libertés, avec mesure, parce que l'excès non seulement ne sert à rien, mais discrédite, et il faut être capable, sur
surtout de le faire de façon constructive et positive. Alors vous me direz, l'opposition, elle n'a pas forcément à s'embarrasser de cela. Moi, je m'efforce chaque fois que je parle de faire des propositions pour qu'au moins on ait le sentiment de savoir comment nous pourrions avancer différemment. Mais je crois que l'opposition, outre le fait parce que nous avons besoin d'une opposition forte, outre le fait qu'elle aurait besoin davantage d'organisation, je crois qu'elle aurait besoin, pour gagner en crédibilité, d'être capable d'avoir une approche plus constructive des problèmes, et ça veut dire aussi peut-être d'être capable de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est au contraire accessoire, donc dire les choses de façon qui soit crédible, même si je reste convaincu, dans le domaine des libertés, qu'il y a beaucoup à faire. La France est un pays qui n'a pas de leçons à donner dans ce domaine. Nous devons faire mieux, à la fois sur le plan judiciaire, sur le plan policier. Beaucoup de choses peuvent être améliorées. Et je crois que chaque fois que le président de la République pariera sur la liberté, il en sortira gagnant. Dans la crise, une démocratie, comme la démocratie française, eh bien, elle est plus rassemblée, plus soudée dès lors qu'on lui fait confiance. Et je ne crois pas que ce soit en multipliant des lois répressives, ce ne soit pas en ajoutant de la suspicion, ce ne soit pas en réprimant dans telle et telle situation que l'on crée les conditions favorables à une sortie de crise. Dominique de Villepin, il nous reste un peu moins de 3 minutes. On parlait de l'organisation du pouvoir. Est-ce que vous pensez que le président de la République doit changer son gouvernement, remanier au mois de mai? Est-ce que vous pourriez rentrer, vous, dans un gouvernement? C'est des sujets tout à fait marginaux. Ce n'est absolument pas la question que je me pose, et je pense que ça relève strictement de la responsabilité du président de la République. Nous savons tous qu'un président de la République, il a une grande décision dans un quinquennat, c'est de savoir qui remplace son Premier ministre quand. Ça a été la grande question pour Jacques Chirac, ça a été la grande question pour François Mitterrand. C'est très difficile et c'est au président de la République de savoir comment il entend gouverner. Mais puisque vous ne me reposez pas la question, j'insiste sur ce point. La décision qui va être prise cette semaine de revenir dans le commandement intégré de l'OTAN est une décision lourde. Je ne fais pas de procès d'intention au président de la République. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il fait un pari. Il fait un pari qu'à partir de cette décision, nous serons plus forts pour faire avancer la défense européenne. Il fait le pari qu'à partir de cela, nous serons mieux entendus de la part de nos alliés, notamment nos alliés américains, sur l'organisation et les missions de l'Alliance, sachant que cette Alliance Atlantique, elle a tendance à s'occuper de tout, et bien au-delà de ce qu'est sa mission. Sachant aussi qu'elle doit faire avancer un certain nombre de règlements de crise, et notamment, on le voit, en Afghanistan. Je pense qu'il est indispensable que la France ne considère pas qu'une fois revenue dans ce système intégré, eh bien, elle peut aveuglément faire confiance à des alliés qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que nous. La France, elle a une vision à porter. Et ce que je souhaite, c'est au cours des prochaines semaines, entendre fortement le président de la République sur quelle stratégie en Afghanistan, quelle stratégie vis-à-vis de l'Iran. Je vois bien le président américain, pour lequel j'ai beaucoup de respect, s'exprimer sur l'ensemble de ces sujets, énoncer ses politiques. Mais moi, j'aimerais que la France soit davantage associée, participe davantage à l'élaboration et la définition d'une grande stratégie mondiale pour justement déterminer une grande gouvernance internationale, pour apporter des règlements aux crises, pour apporter plus de justice sur la planète. La voix de la France est indispensable. Attention à ne pas banaliser notre diplomatie, attention à ne pas rétrécir notre pays. Eh bien, c'était donc l'appel de Dominique de Villepin. C'est la fin de cette émission. Merci, à la semaine prochaine.